Au début, 5000 soldats sont arrivés sur la place par le sud, en passant par la porte Zhengnan. Les soldats portaient tous un casque. Dans une main, ils tenaient une kalachnikov, et dans l'autre, un gros bâton en bois garni de pointes acérées. Ils ont surgi par régiment entier. Ils portaient tous un brassard blanc. Soudain, ils ont chargé en hurlant. « On va tous vous cogner à mort !» Leurs cris retentissaient jusque dans le ciel. En entendant les premiers tirs, j'ai demandé à mon mari qui fait un feu d'artifice. Il m'a répondu « Ne sois pas sotte, ce n'est pas un feu d'artifice, ce sont des coups de feu. » On a pris la fuite par l'avenue de la Longue Paix, en direction de l'ouest. J'ai entendu les premières balles ricocher autour de nos jambes. Je me demandais pourquoi nous n'étions pas blessés. C'était très étrange. Je pensais qu'il s'agissait de balles en caoutchouc. Plus tard, j'ai compris qu'il tirait à plus de 1000 mètres, bien au-delà de la portée de ses fusils. Les balles ricochaient sur l'asphalte. Les soldats avançaient par rangées de 8. Ils tenaient leur kalachnikov en position de tir, la crosse appuyée contre la hanche. Ce qui me fichait en rage, c'est qu'ils n'avaient même pas besoin de viser. Il y avait tellement de gens devant eux. Il leur suffisait de tirer dans la foule. Les salves faisaient ce bruit quand les balles percutaient le sol. Quand les balles touchaient des gens, le bruit était étouffé. Les victimes poussaient un gémissement et s'écroulaient. Un camarade s'est écroulé à côté de moi. Je ne le connaissais pas. On formait tout un groupe et on fuyait ensemble. Il est tombé à genoux. Je l'ai pris par le col en lui disant « Allez, relève-toi ». Mais au lieu de se relever, il s'est écroulé. J'ai senti un liquide collant à l'arrière de sa tête. La balle était entrée par la gorge et elle était ressortie à l'arrière du crâne. Je sentais son sang gicler avec une forte pression. Il gisait inerte sur le sol. Là, j'ai compris qu'on nous assassinait. Et j'ai compris aussi combien la vie humaine est fragile. La vie n'est pas aussi résistante, aussi solide que je le pensais. Non, il a suffi d'un bref instant et il s'est écroulé. Son sang le quittait en silence. J'ai vu des jeunes soldats passer en courant devant le cadavre du camarade. Ils serraient leur kalachnikov contre leur poitrine et pleuraient. Ils devaient avoir 17, 18 ans. C'étaient des jeunes de la campagne. Ils étaient bouleversés. J'ai relevé mon t-shirt et j'ai crié « Vas-y, salopard, tire-moi dessus, tire-moi dessus ». Ce que je ressentais, j'aurais tout sacrifié, même ma vie. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas des êtres humains pour eux. On était des moins que rien. On était de mauvaises herbes, tout juste bonnes à être fauchées par les balles.
Les blessés ne peuvent pas être transportés à l'hôpital. Les véhicules civils ont bien du mal à se frayer un chemin. Soudain, un autobus est arrivé sur la place et les soldats se sont mis à tirer des rafales. Le bus était criblé de trous, comme une passoire. Ils ont sorti 6 ou 7 personnes du bus. L'une d'elles était couverte de sang. 2 heures du matin, le 4 juin. Ceux qui le peuvent rejoignent en courant la place Tiananmen, où les chefs des étudiants, soutenus par des intellectuels connus, négocient avec les responsables de l'armée. Ils demandent de pouvoir évacuer la place en toute sécurité. Mais les fusillades continuent. Devant nous, les gens s'écroulaient par groupes entiers. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. J'ai aidé qui je pouvais et je suis reparti dans l'autre sens. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause des sirènes des ambulances et des hurlements des gens. La ville était plongée dans le chaos. 4 heures du matin. Le massacre est terminé. Sur la place Tiananmen, le monument aux héros du peuple est occupé par les militaires. Les derniers étudiants s'en vont. Nul ne sait combien de camarades ont été massacrés. Première mesure des militaires sur la place, ils renversent la déesse de la démocratie. Quand on m'a déposé à l'hôpital, j'ai vu des centaines de personnes accroupies qui gémissaient. Le sol ruisselait de sang. Le personnel soignant a appelé le plus de médecins possible pour qu'ils rappliquent à l'hôpital. Mais eux aussi risquaient de se prendre des balles. Ils ont supplié les soldats de les laisser passer en disant qu'ils voulaient seulement sauver des vies. Mais ils n'en ont pas eu l'autorisation. Quand ils sont enfin arrivés à l'hôpital, ils criaient « Ce sont des fascistes, de vrais fascistes ». Le nombre de blessés reste inconnu, même aujourd'hui. Une fois qu'ils ont reçu des soins, beaucoup de patients sont renvoyés chez eux de crainte que les forces publiques viennent identifier et arrêter les blessés à l'hôpital. Selon les autorités chinoises, il y a 319 morts. Les organisations humanitaires estiment le nombre de victimes à 3000. Au téléphone, on m'a dit qu'un cadavre à l'hôpital pouvait être celui de mon fils. Je devais venir l'identifier. Il était complètement défiguré. C'était horrible. Je me suis évanouie. Les autorités interdisent les funérailles pour les victimes des massacres. Elles sont considérées comme des criminels. Un jour, j'ai lu un roman italien dans lequel le héros réalise à quel point un de ses amis est un homme malfaisant. Cette nuit-là, j'ai ressenti la même chose que le héros de ce livre. Je n'ai jamais été inscrite au Parti communiste, mais je lui faisais confiance. Cette nuit-là, ma confiance et mes espoirs se sont effondrés. Les autorités chinoises ont rétabli leur pouvoir. Alors que les troupes occupent entièrement la place Tiananmen, les Pékinois se rendent en masse dans les axes dévastés et encombrés de carcasses de véhicules militaires incendiés. Durant plusieurs jours, la télévision chinoise diffuse en boucle ces images de dévastation. Les autorités veulent prouver la supposée violence des manifestants et ainsi justifier l'intervention brutale de l'armée. La paix et l'ordre sont restaurés à travers le pays. Le lendemain du massacre, un homme se met en travers du chemin des blindés. Ces images font le tour du monde et deviennent le symbole du courage civil.
Personne ne connaît le nom de cet homme. Il a fui à l'étranger. Aujourd'hui, il vit reclus pour ne pas tomber entre les mains des services secrets chinois. Une vague d'arrestations a lieu dans tout le pays. Le nombre de détenus s'élève à plusieurs milliers. Les autorités ne livrent aucun chiffre officiel. Tous ceux qui sont considérés comme des meneurs sont recherchés. On diffuse même leur signalement à la télévision. Ils ont d'abord diffusé les photos des leaders des étudiants. Puis à la fin, ils ont parlé des 3 meneurs de la Fédération autonome des ouvriers. Je me suis dit que c'était fini. J'étais leur porte-parole. Et en effet, ma photo a été diffusée en premier. Je me suis demandé où fuir et que faire. Je me suis dit qu'un filet était tendu autour de moi et que je n'en réchapperais pas, où que j'aille. J'ai donc fini par prendre la décision de me rendre. Je voulais arriver devant l'entrée principale de la police à Pékin. Je m'étais juré d'aller en prison de ma propre initiative. J'étais préparé à tout. J'avais imaginé comment on me torturerait, comment on me fusillerait, la façon dont les soldats pointeraient leurs fusils sur moi. Sur le chemin du commissariat, je me suis dit que je ne sortirais pas vivant de prison. Une arrestation à Pékin est toutefois moins risquée qu'en province, où des peines de mort sont directement prononcées. J'ai été détenue dans 3 prisons différentes. D'abord dans la prison des gardes à vue. Il se peut qu'elle n'existe plus aujourd'hui. C'était un lieu des plus indignes. Il ne fallait même pas avoir commis un crime pour être enfermé là. Il faisait sombre et froid. Et c'était sale comme une porcherie. Même durant les massacres, la propagande du Parti communiste reprend de plus belle. Le 5 juin, le présentateur explique sur la chaîne nationale: Un mois plus tard, la marche habituelle des jeunes pionniers a de nouveau lieu sur la place Tiananmen. C'est le jour anniversaire de la fondation du Parti communiste. La marche honore aussi les soldats soi-disant tués par les manifestants. Aujourd'hui, sur la place Tiananmen, rien ne rappelle le massacre de 1989. Les raisons de la manifestation des étudiants, les critiques envers l'armée, la responsabilité pour l'intervention sanglante contre le peuple sont des sujets tabous en Chine. Leur évocation est interdite. Dans le langage officiel, pour parler du massacre de Tiananmen, on utilise le mot « incident ». La place est gardée 24 heures sur 24 par des soldats. La moindre manifestation est strictement interdite. Malgré les risques, des individus essaient régulièrement de réveiller l'opinion publique en rappelant le massacre, comme l'a fait Wang Wangqing. Un jour, il arrive sur la place avec un tissu couvert de protestations. En quelques minutes, la police met fin à la manifestation de l'homme. Wang Wangqing est interné dans un asile psychiatrique sans le moindre diagnostic. 13 ans plus tard, il est expulsé en Allemagne où on lui donne le statut de réfugié politique. La plupart des Chinois qui osent exiger le respect des droits de l'homme ou même l'économie de marché finissent en prison ou en exil.
Après les massacres, beaucoup de Chinois recherchés par la police se réfugient à Hong Kong. À l'époque, c'est encore une colonie britannique. Aujourd'hui, Hong Kong a réintégré la Chine, mais les habitants y jouissent d'une plus grande liberté que partout ailleurs dans l'Empire du Milieu. Une exception. La station de Luohu, à Hong Kong, se trouve face à un poste frontière gardé qui sépare l'enclave du reste de la Chine. Mais tous ceux qui vivent de ce côté-ci ne sont pas heureux. Han Dongfang sacrifierait tout pour retourner vivre à Pékin. L'ancien valaisan chinois a passé près de 2 ans en prison, sans la moindre procédure judiciaire. Ensuite, il a été expulsé du pays, exactement à cet endroit. Je m'en souviens encore très bien aujourd'hui. Je m'accrochais comme un dingue au grillage du pont de Luohu. Les policiers chinois ont dû se mettre à 7 ou 8 pour me faire lâcher prise. Je criais, c'est mon pays. J'ai le droit de revenir dans mon pays. Pendant la lutte, le policier qui m'avait lu l'arrêté d'expulsion s'est mis à hurler. Les rebuts de ton espèce ne méritent pas de vivre en Chine. Maigre revanche, Han Dongfang retourne régulièrement en Chine avec sa voix. Sur Radio Free Asia, il discute avec des ouvriers et des paysans chinois qui ont des problèmes avec leurs employeurs ou l'administration. Han Dongfang est le porte-parole de ceux qui sont privés de droits et dont personne ne se soucie. Toutefois, même si Hong Kong lui permet de s'investir à fond pour le respect des droits de l'homme en Chine, il n'a jamais réussi à se sentir chez lui dans sa région d'asile. Mon univers est constitué d'une Chine dans laquelle je ne peux plus aller. Je ne peux pas traverser la frontière de Luohu. Ce qu'il me reste, c'est une Chine que je crée dans ma tête. C'est pour ça qu'en 1994, j'ai créé le China Labour Bulletin à Hong Kong. L'ONG de Han Dongfang prend en charge les cas les plus graves et dont il rend compte dans son émission radio. La plupart de ses collaborateurs ne peuvent pas être filmés parce qu'ils vont régulièrement en Chine pour réclamer un minimum de justice devant les tribunaux. En exil, Han Dongfang est devenu réaliste, comme il le dit lui-même. Il espère que son action apportera peu à peu des améliorations en Chine. Les grands discours qu'il prononçait sur la place Tiananmen appartiennent désormais au passé. Les rapports qu'il publie sur la violation des droits des ouvriers sont la bête noire des autorités chinoises. Ils sont d'ailleurs interdits là-bas. Le gouvernement chinois met tout en œuvre pour étouffer les témoignages des survivants et le souvenir du massacre de la place Tiananmen. Mo Liwa peut en témoigner. L'ancienne enseignante, qui vit en exil en Suède, cherche tous les jours sur Internet des informations en provenance de son pays natal. Mais elle sait pertinemment que les informations glanées sur Internet diffèrent selon le pays d'accès. Quand elle tape Tiananmen en Suède dans un moteur de recherche, les premières images qui se présentent sont celles des blindés. Alors que de la Chine, elle tombe sur des images tolérées par les autorités chinoises. Des cartes postales de la place, des photos de Mao. Les moteurs de recherche pratiquent l'autocensure afin de ne pas compromettre leurs affaires en Chine. En Chine, Mo Liwa a passé 3 ans en prison pour avoir évoqué le massacre de la place Tiananmen devant des étudiants lors de funérailles. Elle a fait étape à Hong Kong avant de gagner la Suède, avant que la métropole ne soit rattachée à la Chine. Pour retourner en Chine, Mo Liwa devrait accepter de se plier aux règles imposées par les autorités chinoises. Elle devrait se taire et ne pas exprimer la moindre critique sur le respect des droits de l'homme. Mais pour elle, il est impensable de ne rien dire. Dès qu'elle apprend qu'un dissident a été arrêté en Chine, elle vient manifester devant les grilles de l'ambassade de Chine à Stockholm.
même toute seule s'il le faut. Son action ne reste jamais sans effet. Il est vrai qu'elle dérange, mais elle ne se laisse jamais intimider. L'ambassade a alerté la police. Moliwa considère ça comme une victoire. Contrairement à un nombre de dissidents, après toutes ces années d'exil, elle ne vit pas retirée et continue de faire entendre sa voix. Même si ses actions sont modestes, elle revient sans cesse à la charge. Elle profite pleinement des droits et de la liberté dont elle jouit en Suède. Tous ceux qui vivent en liberté ont le devoir de se battre pour ceux qui ne sont pas libres. Tant qu'on portera atteinte aux droits de l'homme en Chine, et tant que les événements du 3 et 4 juin 1989 ne seront pas expliqués, je continuerai à manifester, et jusqu'à mon dernier souffle. L'ancien responsable de la garde des étudiants sur la place Tiananmen vit désormais sous les toits de Paris. Après avoir vécu 12 ans en Chine sous une fausse identité, il a été contraint de fuir le pays. Dans sa mansarde, il garde tous les souvenirs qu'il a pu emporter de cette époque. Sur une vitre, une radiographie avec une des 3 balles qui ont failli lui coûter la vie. La dernière a été extraite de sa cuisse en 2008 dans un hôpital parisien. Elle repose au fond d'un gobelet en plastique. Ceux qui ont été persécutés à l'époque du massacre ne sont pas les seuls à subir les conséquences de la répression. Sans l'intervention sanglante à l'époque, la Chine n'aurait pas connu un succès économique aussi prodigieux. Après le massacre et la mise au pas du pays, le gouvernement a pu faire ce qu'il voulait. Il a fait fermer des usines, il a fait modifier les productions, il a réalisé les réformes économiques à très grande échelle. Pour ce faire, les dirigeants n'ont pas hésité à spolier les droits des ouvriers et des paysans. Les gens éprouvent de la colère, mais plus personne n'ose se rebeller contre les autorités. Il y a toutefois des exceptions en plein cœur de Pékin et en dépit de la surveillance de la police. Après la mort de son fils, Jiang Chanling s'est lancée dans une quête pour connaître la vérité. Elle a rencontré d'autres parents ayant vécu la même chose qu'elle pour partager leur souffrance. Elle a gardé le casque que son fils Wang Nang portait pour se protéger des coups de bâton des soldats. Le casque qui n'a pas arrêté la balle qui lui a transpercé la tête. Avec d'autres parents, Jiang Chanling a fondé l'association Les Mères de Tiananmen. Ses membres veulent savoir ce que leurs enfants ont subi et pourquoi ils sont morts. Ces citoyens en deuil sont devenus des citoyens critiques. Le soldat qui a battu mon fils, je lui pardonne. Mais le crime, lui, reste impardonnable. Ça fait des années que j'essaie de découvrir la vérité. Ça fait longtemps que je ne suis plus motivée par la haine. Il s'agit de remettre en cause le système chinois et cette tragédie nationale. Le temps passe tellement vite. Si mon fils vivait encore, il aurait plus de 30 ans. Les enfants qui sont nés en 1989 ont 20 ans aujourd'hui. En 2 décennies, le Parti communiste n'a rien fait pour résoudre les problèmes. Je suis terriblement déçue. À Hong Kong, les membres de l'association Les Mères de Tiananmen sont soutenus dans leur combat. Les mères enregistrent régulièrement des messages vidéo qui arrivent clandestinement dans ce petit bureau. Des étudiants du comité de soutien au mouvement démocratique en Chine montent les vidéos avant de les diffuser dans le monde entier via Internet ou sur DVD. Près de 150 familles font désormais partie de l'association Les Mères de Tiananmen. Bien que ses membres soient régulièrement arrêtés et interrogés par la police, ils ne se laissent pas intimider. Et ils clament haut et fort leurs revendications. Ils doivent lancer de nouvelles enquêtes. L'État doit nous dire la vérité. Il n'a plus le droit de nous mentir. Pourquoi avez-vous tiré sur les civils? Qui a donné l'ordre de tirer? Les autorités refusent de répondre. Tant que nous vivrons,
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire juger les responsables de ce massacre. Il faut que justice soit rendue. La Chine est si grande, le Parti communiste est si grand. Vous avez assassiné mon fils et vous n'avez même pas présenté d'excuses. Et le peuple devrait se taire? Je n'ai pas peur. Tous les matins, des touristes chinois et étrangers affluent sur la place Tiananmen pour assister à la levée du drapeau. Les badauds sont tenus à distance. Pas question que l'un d'eux trouble la cérémonie. Ici, l'État affirme jour après jour son pouvoir. Les souvenirs des cris pour la liberté et du massacre sont occultés. La tragédie nationale est refoulée par la politique de croissance économique, l'ivresse de consommation et la fierté nationale au détriment de la confrontation au passé. La Chine est devenue un pays de puissance et d'impuissance, un lieu d'espoir et de honte. Nous avons la chance de recevoir maintenant Xi Ming, l'auteur chinois du documentaire. Monsieur Ming, quel effet votre film produirait-il sur les Chinois s'ils pouvaient le voir? Pour une génération entière, ce film susciterait des souvenirs qui pendant 20 ans sont restés tabous. Mais ce film susciterait également un grand étonnement chez les jeunes. En visionnant ces images, les jeunes nous poseraient des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une invention? Ces images sont réelles? Parce que pendant 20 ans, on n'a jamais parlé de ces événements. Les jeunes demanderaient, est-ce que ce soulèvement a vraiment existé? Et pourquoi est-ce que vous vous êtes soulevé? Pourquoi est-ce que vous avez manifesté? Est-ce que vous alliez mal? Vous n'avez pas l'air misérable sur les images. Vous n'avez pas l'air pauvre non plus. Les jeunes auraient des milliers de questions à nous poser pour connaître les origines, leurs origines pour la réforme et la réforme économique. Mais est-ce que ça pourrait aussi recréer un climat propice à un tel soulèvement? Aujourd'hui, ce serait un autre climat et un autre soulèvement. Par exemple, on questionne davantage aujourd'hui qu'à l'époque où l'on n'avait pas le droit de poser des questions. Le soulèvement serait d'une autre nature aussi parce qu'on réclamerait davantage de liberté. À l'époque, on militait pour les libertés, certes, mais on demandait surtout que l'on lutte contre la corruption. Aujourd'hui, on en sait beaucoup plus long sur la corruption, ses origines et pourquoi la corruption est endémique. Aujourd'hui, sur Internet, en Chine, il y a des débats publics sur la corruption systémique. D'ailleurs, à l'époque, le but n'était pas de renverser le régime, d'abolir le système, mais d'obtenir de petits résultats, comme par exemple lutter contre la corruption, lutter contre l'inflation, un peu plus de liberté individuelle, mais il ne s'agissait pas d'abolir le système. Pas du tout. Ce n'était pas l'enjeu et c'est pour cela, je pense, que certains jeunes, ça les ferait sourire. La génération de 89 ferait sourire. On nous dirait, mais qu'est-ce que vous étiez naïf à l'époque? Vous rêviez? Vous pensiez vraiment que le régime allait se retourner contre ses propres cadres? Vous pensiez vraiment que ce serait négociable pour le régime? Quitte à revendiquer, il faudrait revendiquer tout à fait autre chose. C'est ce que nous diraient les jeunes aujourd'hui. Mais le système lui-même a beaucoup évolué, il a beaucoup changé. Quand on voit, par exemple, comment le système agit en matière de répression contre les dissidents ou les opposants, on traduit les opposants en justice. Autrefois, ce n'était pas le cas. Contre les meneurs, par exemple, à l'époque, il y a eu des sanctions immédiates, mais sans aucune forme de procès.
Alors qu'aujourd'hui, on traduit les opposants en justice et à chaque fois, le procès est l'occasion d'une condamnation publique de ces opposants. Voilà pourquoi je crois que beaucoup de choses ont changé en Chine, et pas seulement au niveau économique. Est-ce que finalement, beaucoup de Chinois ne pensent-ils pas, a posteriori, que c'était juste de réprimer ces manifestations pour rétablir l'ordre et éviter le chaos? Finalement, ça fait penser à l'Union soviétique, où beaucoup de Russes se disent que dans un pays aussi grand que la Chine aussi, il faut une poignée de fer, cette fameuse démocratie dirigée. Oui, la poignée de fer, le pouvoir fort sont nécessaires parce que l'ordre pourrait s'effondrer, mais ce n'était pas du tout le cas en 1989. L'ordre sur la place Tiananmen était maintenu. Il n'y avait pas de désordre. Pendant ces journées de mai, même les pickpockets et les voleurs de Pékin se sont mis en grève. C'était une manifestation de solidarité avec les manifestants. Donc ils ont arrêté de voler. Il y avait également des colonnes de véhicules qui assuraient le ravitaillement, la logistique. Donc on ne peut pas parler de désordre. Il n'y avait pas de chaos. Aujourd'hui, on laisse entendre qu'à l'époque, Tiananmen, c'était une vaste gabegie. C'est le contraire. Tout ça était très ordonné. Donc ce n'était pas une répression nécessaire pour mettre fin au désordre. C'est plutôt une réécriture de l'histoire, une invention. Dans ces images, d'ailleurs, on voit très bien que les étudiants, les manifestants sont très gais. Tout a commencé dans l'insouciance. Oui, le service d'ordre étudiant était tellement bien organisé, vous le voyez à l'image, que le long des cortèges, le long des manifestations, les étudiants eux-mêmes assuraient le service d'ordre, ce qui était inédit en Chine, et les syndicats aussi, qui venaient d'être créés sur la place Tiananmen. Et donc tout ça était très organisé. Contrairement à ce que l'on a dit après, c'était le désordre, c'était le chaos. Le chaos, c'était le chaos aux yeux du pouvoir, qui se considère comme le seul détenteur de l'ordre. Mais est-ce que maintenant les Chinois n'en conçoivent pas un nouveau nationalisme, une sorte de fierté nationale basée sur la puissance économique du pays? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le nationalisme, aujourd'hui, il s'exprime en dollars. Ça se mesure en dollars. Tous les dollars que détient la Chine en cette période de crise économique, on dit que la Chine a 2 milliards de dollars de réserves de devises. C'est un chiffre astronomique dont on est très fier et dont on s'enorgueillit. Mais il n'en reste pas moins vrai que la redistribution de cette richesse suscite de nouveaux mécontentements. Si l'on songe que, et ce sont des statistiques officielles, 0,5% des familles chinoises possèdent 60 à 65% des richesses et du patrimoine financier chinois, on aura tôt fait de comprendre que tous les Chinois ne sont pas forcément fiers d'être exclus de cette richesse. Ce mécontentement, il s'exprime, je crois qu'on dénombre quelques 80 000 petits soulèvements locaux chaque année en Chine. Donc les Chinois sont loin d'être un peuple soumis et docile. Ah non, ce n'est pas ça du tout. Le film le montre à l'évidence. Ce sont les gens aisés qui manifestaient. Ce ne sont pas les pauvres en 1989 qui manifestaient contre l'inflation. L'inflation, c'était un enjeu à l'époque, mais les manifestants, à l'époque, il y avait beaucoup de journalistes, il y avait des juges, des avocats, des procureurs. Alors les manifestants réclamaient des réformes politiques, le changement politique. Ils ne réclamaient pas la fin de la pauvreté. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une véritable continuité avec les événements de 1989. En ce sens que la conscience politique des Chinoises et des Chinois continue de progresser. Aujourd'hui, beaucoup de Chinois ne réclament plus que les cadres du parti fassent le bien. Non, on dit aux cadres du parti « Rendez public votre fortune, nous ne vous faisons plus confiance. Vous nous dites encore et toujours que demain tout ira mieux et que vous allez tous être riches. On ne vous croit plus. » Aujourd'hui, il faut également nuancer la lecture de la situation politique dans les villes chinoises. Par exemple, l'environnement est devenu un enjeu politique parce qu'on le considère comme un droit humain.
Pourquoi? Parce que beaucoup de Chinois souffrent de la pollution atmosphérique ou de la pollution de l'eau, pendant que les riches sont en train de transférer leur fortune à Los Angeles ou ailleurs. Ce sont donc des choses concrètes qui intéressent les Chinois et moins les grandes valeurs abstraites. Si on pense par exemple à la charte 08, qui n'a eu guère d'écho dans cet immense pays. 300 intellectuels ont réclamé plus de démocratie, de liberté individuelle. Il y a eu tout de même 8000 signataires, mais 8000 sur 1 milliard, c'est pas grand-chose. En effet, ce n'est pas grand-chose, mais quand même, il faut songer que ces 8000 Chinoises et Chinois ont signé la charte 08 alors que cette charte n'était pas publique du tout. Il faut songer qu'il fallait aller sur Internet pour signer la charte 08, au risque de faire de la prison. Dans cette perspective, 8000 signatures, ça fait beaucoup. Et ce qui est particulièrement remarquable, c'est que parmi les 8000 signataires, il n'y a pas tant d'étudiants que ça, mais surtout des ouvriers, des paysans et des propriétaires, les propriétaires immobiliers. Propriétaires, les bailleurs, ce sont eux qui ont acheté beaucoup d'appartements et qui les louent aujourd'hui et gagnent beaucoup d'argent au passage. Ce sont eux qui profitent des réformes économiques, ce sont eux qui profitent de la spéculation. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont signer la charte 08? Eh bien parce que les propriétaires immobiliers ont compris que pour garantir leurs droits de propriété, pour pérenniser ces droits, ils ont intérêt à faire de la politique, ils ont intérêt à exiger des réformes économiques et politiques. Et pendant les 20 dernières années, les propriétaires ne faisaient pas de politique. Mais avec ce 20e anniversaire de Tiananmen, qu'est-ce qui a changé par rapport il y a 5 ou il y a 10 ans, quand on commémorait déjà les massacres de Tiananmen? Est-ce que les choses ont changé? Oui, elles ont changé. Et elles ont même beaucoup changé. Parce que la politique de redistribution sociale officielle chinoise a débuté il y a à peu près 5 ans. Parce qu'à l'époque, le PCC, le Parti communiste chinois, avait compris que le fossé entre riches et pauvres en Chine était en train de devenir explosif. Or, il se trouve que cette politique de redistribution sociale court à l'échec. Par exemple, la réforme du système de santé n'a pas abouti. C'est un échec. Beaucoup de gens n'osent plus aller consulter le médecin quand ils sont malades aujourd'hui. Et on constate également que la crise économique a tout de suite suscité un chômage de masse. Ce qui fait que ce 20e anniversaire des événements de la place Tiananmen coïncide avec une perte de crédibilité des promesses du PCC, qui a promis la richesse pour tous. Et c'est ce qui fait que cet anniversaire, du point de vue politique, devient un véritable enjeu. Zhao Ziyang, qui a été destitué de son poste de numéro 1 du PC peu avant le soulèvement de 89 et dû rester en résidence surveillée jusqu'à sa mort, a secrètement enregistré ses souvenirs et ses opinions. C'est ça qui est publié en ce moment. Compte tenu des mécontentements que vous avez évoqués, est-ce que ça va provoquer quelque chose en Chine? En règle générale, quand on fait intervenir l'un des personnages dirigeants de l'État dans l'histoire de la modernisation en Chine, c'est toujours le signe d'une lutte pour le pouvoir. Il n'en allait pas autrement. Il y a 20 ans, il y avait un courant au sein du Parti communiste chinois qui plaidait en faveur d'une certaine modération vis-à-vis des manifestants. Et Zhao Ziyang faisait partie de ce courant. Donc si aujourd'hui ces mémoires sont publiées avec l'accord exprès du ministère des Affaires étrangères chinois, c'est là encore le signe d'une lutte pour le pouvoir, d'une division au sein des instances dirigeantes. Parce qu'on sait aujourd'hui que le mécontentement a gagné différents groupes de réformateurs. Avant de finir, un mot sur les Ouïghours dont il sera question dans le film suivant. Quand on parle de minorités opprimées en Chine, il n'est toujours question que des Tibétains, mais on compte 9 millions d'Ouïghours qui ne sont pas mieux lotis. D'ailleurs, 9 Ouïghours doivent être expulsés de Guantanamo vers l'Allemagne et le gouvernement allemand semble se faire prier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette situation est compliquée, surtout à cause de l'amalgame avec ce qu'il est convenu d'appeler la lutte antiterroriste. Les réserves qu'éprouvent les pays occidentaux vis-à-vis de l'islam ont gagné la Chine, et surtout la population urbaine et les classes moyennes. Donc il est très difficile pour la classe moyenne de se mettre à la place des Ouïghours. Et les sympathies pour la cause ouïghour en Chine est proche de zéro, tout à fait indépendant.
indépendamment du fait que les Ouïghours sont indépendantistes et constituent un mouvement politique. Merci, Shiming. Le traitement réservé aux Ouïghours illustre la façon dont les droits de l'homme sont bafoués en Chine. Et à ce jour, il y a encore quantité de persécutions et d'exécutions perpétrées contre les Ouïghours qui, eux, n'ont pas de Dalai Lama. Mais ils ont Rebiya Kader, une frêle petite femme devenue pourtant l'ennemi public numéro 1 de la Chine. Un film de Sylvia Nagel.